Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore salués à l'occasion. Voilà, donc Adopta, 22 ans de retour d'expérience, hein, donc un petit peu moins que le grès, et j'ai pour habitude de dire que le grès est plutôt la tête et nous un petit peu les bras, voilà, donc on se complémente et c'est très bien. Voilà. Et donc, euh, moi j'ai aussi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, euh, 30 ans d'expérience dans la gestion de l'eau pluviale intégrée et durable avec la mise en œuvre d'une politique sur le territoire du Douaisis voici une trentaine d'années. Voilà. Et donc sur le Douaisis, l'avantage c'est que bien c'est plus de 2000 opérations réalisées, c'est 25% du territoire qui est géré par Technique Alternative aujourd'hui. Voilà. Donc, un retour d'expérience assez intéressant, complet, diversifié, à la fois sur le plan technique, environnemental et aussi financier. Donc, on pourra, le cas échéant, en parler dans les questions. Mais je vais essayer d'aller vite puisque on m'a demandé de faire ça en 20 minutes, alors que je pourrais parler 3 jours. Donc, je vais essayer de tenir ce challenge. Deux points sur lesquels je voulais un peu intervenir. Donc, des réflexions sur le dimensionnement, parce que c'est quand même un sujet pour moi tout à fait important. Et on a vu déjà qu'on a fait un grand écart entre Rennes, donc la Bretagne, et la région lyonnaise, où sur Rennes, on est plutôt sur des 10,7 en perméabilité, voire moins. Et Elodie nous a parlé tout à l'heure de perméabilité proche de 10-3. Hein. Donc, voilà. Donc, on a vraiment des choses extrêmement différentes d'un territoire à l'autre. Et donc, ça, il faut aussi en tenir compte. Voilà. Et puis, je ferai un focus effectivement sur les choses à structurer d'Arvoir. Alors, il faut que ça marche. Voilà. Donc, sur le dimensionnement, alors, je vais passer très rapidement sur ce que sont les niveaux de service de pluie, puisque ça a été présenté déjà par Alain et Elodie, mais rappelez quand même qu'il y a en gros 4 classes de pluie, les petites et puis les extrêmement grosses, et entre les deux, eh bien, il faut gérer ça. Donc, c'est pour reprendre un point que Anthony a déjà un petit peu évoqué, c'est la notion de limineur et d'imageur en ville. Bon, limineur, c'est ce qui gère les pluies classiques, projets jusque 10, 20, 50 ans, peu importe ce qu'on s'est fixé. Et au-delà, il faut organiser la ville de telle sorte qu'on ait finalement un limageur qui traverse la ville sans dommage, avec une transcription dans le PLU et une évolution de la ville au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment des points importants et ça, c'est traduit en particulier par le zonage pluvial, d'où l'intérêt véritablement de faire ces zonages pluviaux qui sont rendus obligatoires, rappelons-le, depuis 1992. Voilà, donc les 4 niveaux de pluie, je ne vais pas y revenir. Juste un petit point pour rappeler également que les niveaux de protection vis-à-vis donc de la gestion de la pluie et donc du risque inondation, c'est une prérogative des collectivités. Ce n'est pas à la police de l'eau de définir le niveau de protection et que ce niveau de protection, en plus, peut être différent d'un secteur à un autre de la collectivité. Donc, il revient à la collectivité de définir ça dans son schéma directeur, dans son zonage pluvial. Ça veut dire qu'il faut aussi un diagnostic précis des territoires, connaître comment ça fonctionne, avant de dire je fais ci, je fais ça, je mets un débit de fuite ou je ne mets pas de débit de fuite. Voilà. Et avant de dimensionner les ouvrages, eh bien, il faut aussi se préoccuper d'un certain nombre de sujets, et notamment du temps de vidange. Mon temps de vidange, il ne doit pas être le même pour la pluie 10 mm, 20 mm ou la pluie 50 mm. Enfin, la pluie 50 mm, 80 mm, elle tombe rarement. Et donc, je n'ai pas besoin d'avoir un temps de vidange de 24 heures pour vidanger 50 ou 80 mm d'eau. Et ça, ce sont des aspects qui ne sont pas toujours, dire même pas souvent, sans vouloir polémiquer, pris en compte par un certain nombre de bureaux d'études. Et donc, il y a cette problématique-là à prendre en compte. Et avant de savoir comment je vais gérer les eaux pluviales, il faut se préoccuper de cette problématique-là. Parce que derrière, du coup, dans les dimensionnements, dans la conception des ouvrages, dans la conception du plan masse d'une opération,
eh bien, ça va avoir son importance. Voilà. Et que vis-à-vis de pluies très importantes, il faut savoir que avant d'arriver à la pluie très importante, même si elle arrive à la suite d'une première pluie, on a déjà vidangé une partie. Et quand on a une pluie très importante, si on a une petite pluie ou une pluie moyenne qui arrive après, on a vidangé pendant un certain laps d'heures, une journée peut-être, eh bien on a vidangé déjà et donc on peut faire face à une pluie plus réduite qui peut arriver le lendemain. Donc ce sont vraiment des problématiques à prendre en compte et encore une fois, ce n'est pas souvent malheureusement pris en compte. Voilà. Et donc, avant de dimensionner, ben, il faut prendre en compte euh, des éléments qui sont fondamentaux, c'est la perméabilité du sol, la hauteur d'eau que je vais infiltrer, donc comment je stocke l'eau, et je vous montrerai un petit tableau juste après, qui montre que forcément, de la façon dont on va gérer les eaux, va dépendre les temps de vidange aussi. Donc, perméabilité, hauteur d'eau à infiltrer et la surface mobilisée. Et plus ma perméabilité va être faible, plus j'ai intérêt à aller chercher de la surface. Voilà. Quand je multiplie la surface par 10 en termes d'infiltration, j'ai gagné une puissance de 10 en capacité d'infiltration. Voilà. Ça, ce sont aussi des éléments qui ne sont pas suffisamment intégrés dans la conception des projets. Et pour illustrer un petit peu ces problématiques de temps de vidange, donc de capacité aussi d'infiltrer, puisque avant d'utiliser un débit de fuite, mon premier réflexe, c'est de regarder tout ce que je suis capable d'infiltrer. Et on voit que selon les modalités, et j'ai volontairement pris deux exemples très extrêmes en termes de solutions, une chaussée à structure réservoir, donc utiliser le sol comme capacité de rétention avec un impluvium qui va être proche de 1 ou égal à 1, et puis des impluviums beaucoup plus importants quand j'utilise les structures alvéolaires ultralégères, où je concentre et je stocke en un point donné. Et on voit bien tout de suite que si j'ai une vingtaine de centimètres de hauteur d'eau à gérer, en fonction des perméabilités que vous voyez donc à gauche, j'ai traduit en équivalent millimètre-heure, eh bien, à des perméabilités de 5, 10, -5, je n'ai même pas besoin de stocker. En une heure, j'ai vidangé une pluie de plus de 50 mm. Parce que j'ai une hauteur d'eau qui est faible à stocker. J'ai de l'ordre de 20 cm, c'est même plus que ça, puisque sur une structure réservoir, 21 cm d'eau. Et voilà, si je gère la voirie plus peut-être les trottoirs qui sont imperméables, c'est-à-dire que j'ai la capacité de stocker une pluie de 100 mm. Et cette pluie de 100 mm est vidangée en une heure. Par contre, si j'ai concentré ça à travers des structures alvéolaires avec une hauteur d'eau complète de 1 mètre, 80 cm, 95 cm dans le premier cas, 2 mètres dans le deuxième cas, de 1 heure, je passe à 5 et je passe à 10. Quand je passe sur des perméabilités à 5, 10, -6, on commence à se rapprocher un peu de la Bretagne, je vidange dans une chaussée à structure réservoir en 11-12 heures. Je mets 2 jours quand je suis sur une structure alvéolaire d'1 mètre d'épaisseur et je mets 4 jours quand je suis sur une hauteur de 2 mètres. Et on voit bien que quand j'arrive en Bretagne, à 5, 10, -7, voire moins, eh bien, on y arrive plus avec les structures alvéolaires, puisqu'il faut 22 ou 44 jours, mais il ne faut que finalement encore que 5 jours pour infiltrer la totalité, si je tentais que je veuille infiltrer sur les 5 jours, à 5, 10, -7, ce qui reste finalement encore tout à fait possible. Donc on voit bien que dans la conception d'un projet, il est important de regarder comment je gère l'eau et comment surtout je décentralise cette gestion de l'eau, c'est-à-dire que plus je peux me rapprocher d'un impluvium égal à 1, c'est-à-dire que la surface d'infiltration n'a à gérer que sa seule pluie, et aujourd'hui avec les matériaux qui se sont très fortement développés en matériaux poreux, on est aujourd'hui en capacité de pouvoir minéraliser la ville en dehors des toitures à 100% avec des matériaux poreux. Voilà. Alors,
je ne vais pas revenir sur les bases de dimensionnement, ça tout le monde connaît, mais clairement aujourd'hui, la méthode de l'instruction de 77, surtout, on oublie. Voilà. Alors, Alain nous a parlé de la méthode des pluies, la méthode des volumes. Donc, lui préfère la méthode des volumes et elle est plus pénalisante. Finalement, c'est bien pour la collectivité et la gestion. Hein. Je ne remets pas du tout ça en cause. La méthode de pluie, je pense que tout le monde connaît. Je ne vais pas y revenir en détail. Je vais passer plus de temps sur la suite. Ça, c'est la formule de calcul. Voilà. Et moi, je me suis un petit peu, voilà, de temps en temps, le confinement permet un certain nombre de choses. J'ai travaillé un petit peu sur l'impact de la prise en compte du débit de fuite, que ce soit par infiltration ou du débit de fuite qu'on s'autorise par vidange superficiel ou vers un réseau d'assainissement. Voilà. Ce qui est aussi important, avant de prendre tout ça en compte, c'est de bien prendre en considération que la dimension de l'ouvrage que je conçois est importante. La dimension de l'ouvrage, plus je vais générer de la surface d'infiltration, et mieux ce sera. Donc, je prends le cas, par exemple, d'une tranchée drainante. Si je la fais d'1 mètre de largeur et d'1 mètre de hauteur, ce n'est pas du tout la même chose que si je la fais de 50 cm de hauteur et de 2 mètres de large. Puisque là, je vais avoir forcément le double en capacité d'infiltration. Donc ça, c'est vraiment tout à fait important aussi à prendre en compte. Et c'est aussi des éléments qui sont très insuffisamment pris en compte dans la conception des ouvrages. Et alors, je me suis amusé un petit peu à me dire, mais est-ce que finalement, dans la capacité dans le dimensionnement, mon débit de fuite, que ce soit par infiltration ou par surverse ou par vidange, est-ce que c'est important ou quelle est l'importance vis-à-vis du dimensionnement dont j'ai besoin? J'ai fait un petit peu ce calcul, donc avec des différentes hypothèses de perméabilité d'une part, donc en cas d'infiltration, et de débit de fuite par ailleurs. Bien, on voit que, alors, je ne vois plus les valeurs qui sont sur la gauche de mon PowerPoint, mais on voit que si on est sur des perméabilités à 10-6, finalement, le fait de prendre en compte l'infiltration pendant le temps de la pluie, c'est finalement un impact extrêmement réduit. Quand je suis sur des perméabilités à 5, 10-6, bon, ça commence à prendre un petit peu d'effet, mais c'est jamais que 26%. Or, si je suis dans le cas d'une chaussée à structure réservoir, on a vu que tout à l'heure, les épaisseurs de structure réalisées pour des besoins mécaniques de voirie l'emportent toujours sur les besoins hydrauliques. Et donc, quand j'ai la capacité de stocker 100 mm de pluie, que j'ai économisé 20% ou 26% de capacité de stockage, ça ne me sert à rien. Voilà. Et donc, finalement, la prise en compte de mon temps de vie, de l'infiltration pendant la pluie n'a aucune importance. Donc, j'ai besoin finalement de calculer surtout du volume. Et puis, à des perméabilités à 5-10-5, on voit que finalement, la capacité d'infiltration pendant la pluie est supérieure à l'intensité de la pluie. Donc, voilà. Donc ça ne sert à rien finalement de faire des calculs quelque part un peu sophistiqués. Voilà. Je suis un peu provocateur en faisant ça, hein, mais je ne remets pas en cause tous les besoins de base scientifique de toutes les données, mais c'est aussi pour un peu démystifier parfois les choses. Voilà. Alors, j'ai fait la même chose avec un débit de fuite. Voilà. Eh bien, un débit de fuite, alors on voit très souvent 2 litres seconde hectare. Il y a 2 litres seconde hectare, on a les zonages pluviaux, les règlements d'assainissement imposent des valeurs de ce type-là sans se rendre compte finalement de l'incidence que ça peut avoir. Bien, à 2 litres seconde hectare, il faut 69 heures pour vidanger une pluie de 50 mm, c'est-à-dire 3 jours. Et quand vous faites la comparaison de 2 litres seconde hectare par rapport à une capacité d'infiltration du sol, eh bien, cette capacité du sol, c'est 2-10-7. C'est-à-dire que quand une collectivité impose un débit de fuite de 2 litres seconde hectare,
eh bien, c'est aussi contraignant que si on avait un sol à 2,10-7. Ça veut dire que, alors peut-être que la Bretagne n'arriverait pas à tout infiltrer dans ce contexte-là, mais on voit bien qu'on peut véritablement infiltrer beaucoup et souvent dans beaucoup de territoires dès lors que les perméabilités sont supérieures à des valeurs de ce type-là. Et que ce n'est pas contraignant que d'infiltrer même à des perméabilités de l'ordre de 2,10-7. Voilà. Ça, c'est vraiment pour faire prendre conscience un petit peu, de démystifier véritablement la problématique de l'infiltration. Alors, je sais que je suis un peu provocateur, mais c'est volontairement pour faire réagir et prendre en compte le fait qu'on peut infiltrer beaucoup plus. Et on peut infiltrer d'autant plus que lorsqu'on utilise ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, on va utiliser la partie véritablement supérieure du sol, la partie pédologique. Et les pédologues, aujourd'hui, nous disent très clairement qu'un sol vivant, végétalisé, c'est des porosités de 40%. C'est-à-dire que 30 cm de terre végétale vivante, plantée avec des vers de terre, etc., a la capacité à stocker 120 mm d'eau sur 30 cm. Voilà. Et ça, ce sont des éléments qui ne sont pas pris en compte, malheureusement, dans les dimensionnements. Alors, bien évidemment, en dessous de 30 cm de sol, on peut avoir des perméabilités à 10-7. Mais on n'a pas du 10-7 jusqu'en surface, la partie superficielle et plantée de la ville. Voilà. Ça, ce sont vraiment des éléments qui, aujourd'hui, qui ne sont pas pris en compte ou tout à fait insuffisamment. Voilà. Et donc, j'ai fait la somme des deux. Si j'ai de l'infiltration et un débit de fuite autorisé, et on voit que finalement, les gains, si je prends en compte ces capacités d'exutoire et d'infiltration et de débit de fuite pendant le temps de la pluie, que mes gains sur mon besoin de stockage sont finalement assez faibles. Et que finalement, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le dimensionnement, c'est d'abord et avant tout un problème de calcul de stockage de l'eau, voilà, sur la base de la pluie projet que je me suis donné. Voilà. Je suis volontairement un peu provocateur, c'est pour faire réagir et bien montrer que c'est d'abord et avant tout du stockage. Et après, j'ai du temps pour gérer et en fonction du type de pluie que je me donne et des caractéristiques, bien évidemment, après du sol. Voilà. Deuxième point sur lequel je souhaitais intervenir, donc à la demande d'Anthony, donc sur les chaussées à structure réservoir. Alors, il est vrai que dans notre région, les chaussées à structure réservoir se sont assez fortement développées, on en fait beaucoup. Pas toujours avec des enrobés poreux, bien sûr, mais les deux cas de figure sont tout à fait possibles et existent. Et je vais donc vous en détailler un petit peu les fondements, les bases. Voilà, donc une chaussée à structure réservoir, donc on va utiliser la constitution de la voirie, de la route, de la rue, pour en faire un réservoir. Alors bien sûr, l'ingénieur voirie, quand on l'aborde, la première chose qu'il nous dit, mais vous êtes fou, mettre l'eau dans la voirie. Toute ma formation, on m'a dit que le premier ennemi de la voirie, c'est l'eau. Et la première chose que je réponds à l'ingénieur voirie, c'est de dire, mais bien sûr, vous avez raison. Le premier ennemi de la voirie, c'est l'eau. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est de dire, mais pourquoi? Eh bien, le pourquoi, il tient dans le fait que dans la constitution même de la structure de la voirie classique, où on utilise une granulométrie complète de 0 à 20, 50 mm, peu importe, en granulométrie supérieure. Mais la problématique, c'est toute la partie qui tend vers 0 dans la granulométrie. Cette partie qui tend vers 0, c'est quoi? Ce sont notamment des siltes et des argiles. Et c'est cette partie-là qui, en présence d'eau, va déstructurer la voirie par l'effet gonflement, retrait des argiles que tout le monde connaît bien. Eh bien, dans une chaussée à structure réservoir, on enlève cette partie-là, on crée du vide pour pouvoir stocker l'eau. Ce vide, il est créé justement par
la suppression de la partie inférieure de la granulométrie. Donc, on commence à des granulométries de l'ordre de 20 mm. 20-40, 20-80, 20-120, etc. Voilà. Et le 20-40 que beaucoup connaissent, c'est ce que Anthony nous a montré tout à l'heure en préambule, c'est le ballast des voies ferrées, voilà, sur lequel roule incidemment un petit TGV à 350 km/h, et a priori sans trop de difficultés. Eh bien, on conçoit ces voiries finalement sur le même principe et ça fonctionne. Donc, ça, c'est la structure. Donc, on va avoir des indices de vide quand on utilise ces matériaux, donc ces graves non traités de l'ordre de 20-40, 20-80, des indices de vide qui sont toujours supérieurs à 30%, qui peuvent monter jusqu'à 45% selon les granulométries. C'est-à-dire que 40 cm de structure, de voirie, et c'est une épaisseur assez classique, 40 cm, 30% d'indice de vide, 3 x 4, 12, 120 mm de hauteur d'eau que je peux stocker. L'alimentation en eau de cette structure va se faire de deux façons différentes. Vous le voyez sur la coupe qui vous est présentée. Soit j'ai à gauche des enrobés poreux, et là, j'insiste, on ne parle pas d'enrobés drainants, on parle bien d'enrobés poreux parce qu'on est sur des structures poreuses. Des enrobés drainants, c'est ce qu'on a sur les autoroutes. On a 6 cm d'enrobés poreux, mais sur une structure imperméable. Donc, le mode de fonctionnement et la circulation de l'eau est tout à fait différent. Si on ne veut pas utiliser des enrobés poreux, on utilise des enrobés classiques et on va injecter l'eau qui est reprise par des caniveaux classiques, etc., grille, par ce qu'on appelle une bouche d'injection, puisqu'on injecte l'eau dans le corps de chaussée, c'est une bouche d'égout, mais une bouche d'injection. Perméabilité d'un enrobé poreux neuf, 2 cm à la seconde, 7,20 m d'eau à l'heure. Voilà. Donc, la pluviométrie annuelle de la Réunion en 1 heure qui peut passer à travers ces enrobés poreux. Voilà. Donc, même après un calmatage de 90%, vous avez encore largement la capacité à infiltrer l'orage centenal, et même y compris les pluies cévenoles. Tout à fait important, voilà. Donc, alors, bien évidemment, l'enrobé poreux, il est plus ouvert pour laisser passer l'eau. C'est la critique qui lui est faite, c'est qu'il est un peu moins résistant, effectivement, aux charges roulantes, mais pas tant les charges roulantes, mais surtout les plus sensibles à l'arrachement dans les zones de giration. Alors, les enrobés poreux, on ne va pas forcément non plus les utiliser lorsqu'il y a des risques d'apport de matière en suspension important. Bon, on ne va pas le mettre en plein milieu des champs quand les agriculteurs sortent avec les pneus pleins de terre, etc. Et on ne va pas non plus les utiliser lorsqu'on a un risque de pollution accidentelle ou chronique important, où là, on aura besoin de pré-traiter les eaux et le recours aux enrobés classiques avec la bouche d'injection permet de traiter cette pollution chronique ou accidentelle. Voilà les grands principes que je voulais évoquer. Donc, sans rentrer dans le détail technique, mais s'il y a des questions, on pourra les aborder. Alors quatre types de structures selon qu'on peut infiltrer, qu'on ne peut pas infiltrer ou qu'on ne peut pas tout infiltrer et qu'on utilise des enrobés poreux ou des enrobés classiques. Donc, à gauche, enrobés poreux. Le schéma de la partie supérieure, donc c'est lorsqu'on a une capacité d'infiltration qu'on veut l'utiliser, mais que cette capacité d'infiltration n'est pas forcément suffisante pour faire face à un temps de vidange correct. Et bien là, on va mettre un drain de vidange en partie aux 2/3 supérieurs de la structure pour pouvoir assurer cette vidange, mais garantir l'infiltration qui peut se faire. Il y a des cas où on ne veut pas infiltrer, et on a eu l'occasion de réaliser ce genre de choses, et dans ces cas-là, on va mettre non plus un géotextile, mais une géomembrane en fond de structure,
et on mettra le drain de vidange en fond de structure pour vidanger bien sûr la totalité du débit du volume stocké. Donc vous avez les deux cas, enrobé poreux, enrobé étanche sur la droite dans ces deux mêmes cas de figure. Alors, voici une première photo de réalisation. C'est une voirie qui a été rénovée il y a une petite dizaine d'années. Voilà. Vous voyez que les maisons sont construites, ça a été réalisé. Et là, vous avez un tuyau qui a été positionné, donc un collecteur qui a été positionné en fond de structure, un drain de vidange. En rénovation de voirie, souvent, il n'y a pas d'essais de perméabilité qui sont réalisés avant travaux. Et donc, par mesure de précaution, on ne tient pas compte de la capacité d'infiltration du sol et on met un drain de vidange comme celui-ci pour être sûr que hydrauliquement, on n'ait pas de souci. Pour autant, il y a de l'infiltration, mais elle n'a pas été calculée dans le débit, dans les besoins hydrauliques. Autre réalisation, pour vous montrer que l'on peut réaliser ça aussi pour des voiries lourdes, on est ici dans un parc d'activités qui se trouve dans les champs captants irremplaçables. Voilà, donc protection de ressources en eau potable, très important. Voirie d'accès à un petit bâtiment qui s'appelle Amazon. Voilà, pour vous illustrer un petit peu le contexte, Amazon, 100 000 m² de bâtiment, hein, d'un seul tenant, 500 poids lourds jour en pointe, dans un seul sens. Eh bien, voirie d'accès en structure réservoir, sans infiltration pour le coup. Donc, ça sert uniquement de stockage. Et vous voyez sur la photo de gauche les travaux en cours. Donc ça a été réalisé il y a là aussi à peu près 10 ans maintenant. Et donc, on a du stockage, on a les bouches d'injection qui servent de pré-traitement des eaux et on sort à 3 litres seconde en débit. Le débit donc, transite en totalité dans un séparateur hydrocarbures à la sortie de la chaussée avant de ces eaux pluviales, avant d'être infiltrées dans le parc d'activité. Voilà. Et on est sur un secteur où il y a 3% de pente, donc réalisation malgré la pente, avec donc là un cloisonnement pour assurer le stockage nécessaire. Voici une autre illustration. Donc là, vous avez une combinaison d'enrobés poreux et enrobés étanches. Bon, le choix a été voulu par la commune, par la collectivité elle-même. On est sur un secteur qui s'appelle rue du Marais Dauphin. Donc, je ne vous fais pas de dessin par rapport au contexte hydrogéologique. Et vous voyez, les enrobés poreux, on a une photo qui a été prise juste après la pluie. Donc, les enrobés poreux, il n'y a plus d'eau au-dessus. Les enrobés étanches, malgré la pluie qui s'est arrêtée, il y a toujours encore de l'eau. Et là, la partie donc, en parking est pentée vers les enrobés poreux qui infiltrent dans une chaussée à structure réservoir qui prend la totalité de cette emprise enrobé poreux et enrobé étanche. Autre réalisation, un lotissement réalisé 80 logements, réalisation tout à fait intéressante qui a 20 ans. Construction d'un lotissement, donc c'était deux bailleurs sociaux, donc c'est du logement social, hein, donc pour vous indiquer aussi que la partie économique est tout à fait présente, puisque le social ne pouvait pas accepter de surcoût, hein, c'était il y a plus de 20 ans. Et bien là, on a réalisé les choses comment? On est sur une chaussée à structure réservoir avec enrobés poreux. Les enrobés poreux n'ont pas été mis en place à l'origine. On a fait finalement la structure de la voirie qui a servi de piste de chantier avec des enrobés classiques au-dessus. Les bâtiments se sont construits et une fois les bâtiments quasiment achevés, on est venu réaliser les VRD, donc côté trottoir, etc., les réseaux concessionnaires.
Et une fois que tout a été terminé, eh bien, on a enlevé les enrobés classiques et on est venu remettre les enrobés poreux. Et ça a 20 ans. Voilà la plus ancienne des structures réservoirs et avec système poreux sur la totalité qui a été réalisée, donc 1994, 26 ans d'âge, rue Cross à Douai. De façade à façade, la totalité du domaine public est en système poreux, des structures poreuses en dessous. Donc, chaussée réservoir, enrobé poreux sur la partie circulée, enrobé poreux sur la partie parking, et pavés béton poreux, pas les joints, hein, les pavés eux-mêmes sont poreux. Voilà. Et ça a 26 ans d'âge. Un petit parking de 12 500 m², réalisé donc, pour la faculté de droit de Douai. Donc c'est 1996, presque 25 ans. 12 500 m², pas un bout de tuyau, pas une grille à valoir, pas de fonte, rien. Voilà. Donc là, structure réservoir sur la totalité. Comme les enrobés poreux sont un petit peu plus fragiles et qu'on n'en avait pas besoin partout, la partie circulée est en enrobé classique et seule la partie en parking elle-même est en enrobé poreux. Et donc là, en termes d'exécution, et j'insiste aussi sur la partie exécution, c'est très important, ça a coûté très peu cher puisque un seul atelier de réalisation, donc pas de séquençage, tout a été réalisé au fil de l'eau, étalement de la structure 20-80 pour la structure, pose des bordures de délimitation de la partie parking et de la partie circulée. Le finisher est arrivé, pose des enrobés classiques, pose des enrobés poreux de la même façon, avec le même matériel. Et présence d'une végétation importante, voilà, qui bénéficie en plus de l'infiltration de l'eau dans le sol et donc ne subit pas les problèmes de sécheresse d'été puisque le sol est hydraté. Et ça, c'est un point important. Alors, quelques éléments aussi sur l'entretien de ces enrobés poreux, parce qu'ils font l'objet de beaucoup de fantasmes. Nous, il y a beaucoup de réalisations d'enrobés poreux ici sur la région. Donc, 3 niveaux d'entretien. Le préventif, donc c'est du balayage classique, mais sans le balayage. C'est un petit peu anachronique, mais donc c'est la partie aspiration. Alors, on n'utilise pas les balais parce que le balai va incruster, en tendance à incruster dans l'enrobé poreux. Donc, c'est une aspiration. Des opérations d'entretien pré-curatif, c'est du décolmatage. Donc, on sait décolmater les enrobés poreux sans problème aujourd'hui. Je vous montrerai après comment une incidence coût. Voilà, vous avez une photo du matériel de décolmatage. Donc, c'est un système d'aspersion d'eau à très haute pression, à 400 bars, eau chaude, avec une aspiration tout de suite derrière et un recyclage de l'eau, bien évidemment. Et on retrouve des perméabilités, alors pas comme du l'enrobé neuf, hein, mais on retrouve des perméabilités de l'ordre de 1 cm/s, ce qui est encore très largement supérieur aux besoins, etc. Et puis, on a aussi une opération curative si jamais l'enrobé était complètement colmaté et indécolmatable, eh bien, on enlève l'enrobé poreux comme on enlève de l'enrobé classique et on en met du neuf. À savoir que les colmatages se fait toujours sur les premiers centimètres, on ne descend jamais dans les structures de voirie. Alors, une idée des coûts. Voilà, donc une opération qui a été réalisée en 2014, si je me souviens bien. Alors, bien évidemment, on ne vient pas décolmater 100 m² d'enrobé poreux. Il faut le faire pour des opérations groupées. Voilà. Là, ça a été fait sur, vous voyez, 17 000 m² en plusieurs sites. Coût, eh bien, finalement, 1,70 €, mettons 2 € du mètre carré, c'est-à-dire l'équivalent pour les ingénieurs voirie, l'équivalent d'un entretien surfacique de voirie classique. Donc, c'est-à-dire que l'entretien de ce n'est pas plus cher que l'entretien d'enrobé classique.
En termes on est allé jusqu'au bout, donc on a évalué les pollutions des matériaux qui ont été retirés des enrobés poreux. Bien, sans rentrer trop dans le détail, la composition des matières en suspension, donc extraites, finalement, c'est ni plus ni moins que la pollution de ce que l'on retrouve dans les réseaux d'assainissement de type unitaire, qui finalement est logique, puisque si cette pollution n'était pas incrustée dans les enrobés poreux, elle aurait fini par la valoir dans les réseaux d'assainissement. Et donc, on retrouve des pollutions tout à fait similaires. Coût global, voilà, donc on a pris en compte effectivement le devenir de ces produits, donc qui a été traité sur une unité de traitement des sables de station d'épuration, je précise, avec une récupération des eaux de lavage, etc. Donc, de façon à ce que les métaux lourds ne soient pas réinjectés dans les boues de la station d'épuration et recyclés en agriculture. La bouche d'injection, donc, qui est l'élément indispensable lorsque on n'utilise pas les enrobés poreux. Voilà, donc c'est une conception finalement sur la base d'une bouche d'égout classique sur laquelle on insiste sur une partie indispensable et la filtration de façon à stocker et empêcher tous les flottants de rentrer dans la structure de chaussée avec un entretien à minima 2 fois par an systématique, voire plus dans les points noirs, etc. Avec trois fournisseurs aujourd'hui de filtres qui sont des sujets qui font encore l'objet de beaucoup de travaux d'amélioration de leur performance. Voilà. Un protocole de réception de ces bouches d'injection, donc on a Adopta a mis en place de façon à réceptionner ces ouvrages un peu particuliers. Alors, il faut le faire parce que c'est un passage, un goulot d'étranglement dans la gestion de l'eau, et s'il y a un dysfonctionnement qui peut arriver, c'est sur ces sujets-là. Donc il faut y faire attention. Je vous passe le détail, vérification visuelle, vérification par caméra du drain, etc. Vérifier que le filtre est accessible pour pouvoir l'entretenir et le renouveler, etc. Et puis, une vérification hydraulique de leur capacité. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on simule une pluie qui était calculée sur la région nord, donc une pluie décennale sur la base de l'impluvium repris par cette bouche d'injection, qui est de l'ordre de 250 mètres carrés, c'est-à-dire équivalent à une bouche d'égout classique, qui normalement en voirie devrait reprendre une bouche d'égout tous les 50 mètres. Voilà. Et donc, on teste 1 mètre cube d'eau et qui doit avoir disparu par la bouche d'injection en moins de 4 minutes.